Une invitation au voyage et à l'aventure avec une très belle exposition à Marseille consacrée à Jack London dans les mers du Sud. On en parle avec l'invité du Grand Angle. Et cet invité, c'est Michel Viot. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes vous-même un peu comme Jack London, un aventurier, un grand voyageur, un homme d'image, réalisateur, documentariste. Vous avez tourné aux quatre coins du monde et notamment un docu-fiction consacré à Jack London, une aventure américaine. On en verra un court extrait dans quelques minutes. Mais d'abord donc cette grande exposition consacrée à cet incroyable voyage de Jack London dans le Pacifique Sud, un voyage de 2 ans, de 1907 à 1909, avec des interruptions, sur un voilier à 2 mâts de 17 mètres de long. L'exposition dont vous êtes le commissaire, l'un des commissaires, est ouverte jusqu'au 7 janvier 2018. C'est à la Vieille Charité à Marseille. C'est un endroit magnifique dans le quartier du Panier. Elle offre au public des documents, des photos, des objets qui ont appartenu à Jack London, je crois, mais aussi beaucoup d'œuvres majeures issues des collections du musée d'art africain, océanien et amérindien de Marseille. On verra dans un instant un reportage de la rédaction de France 3. Mais d'abord, dites-nous, Michel Viot, comment est née l'idée de cette exposition à Marseille ? Disons que c'est à l'issue d'un long compagnonnage avec Jack London, un premier film en 1994 que j'avais fait pour France Télévisions, ouais. Et puis le documentaire pour Arte, il y a 1 an maintenant, qui a été diffusé il y a 1 an, une biographie, et puis l'envie de prolonger l'aventure d'une manière quasi organique, c'est-à-dire de proposer au vu et au su de tout ce qu'on avait découvert pendant les repérages et le travail au long cours qu'on avait effectué, de proposer à des visiteurs une immersion dans l'univers aventurier de Jack London. Donc la découverte de la possibilité qui nous paraissait folle au départ, mais de pouvoir faire venir de Californie des objets personnels, des œuvres d'art collectées par lui-même, et puis d'étendre tout ça à un espèce de parcours initiatique où on s'ouvrirait pour découvrir avec Jack London, en sa compagnie, à la diversité des peuples du Pacifique. Dites-nous en quelques mots, qui était Jack London pour vous ? Jack London, au-delà de l'écrivain le plus célèbre de son temps, était aussi un aventurier et un homme qui se nourrissait des défis qu'il se posait. Et que c'est même pas la vie qu'il lui posait, c'était lui qui se posait des défis. Ouais. Et c'était quelque chose qui nourrissait à la fois sa fougue, sa vie et son verbe. D'ailleurs, il est mort très jeune, il est mort à 40 ans. Absolument. Avec une vie absolument incroyablement remplie. On va regarder ensemble le reportage de Marc Civarello et Marie-Agnès Pellerin de France 3 sur cette exposition Jack London dans les mers du Sud, donc à Marseille. Nous sommes en 1907. L'écrivain américain Jack London et son épouse Charmian, accompagnés par une poignée d'hommes d'équipage, quittent Auckland sur la côte californienne à bord d'un voilier d'une 20aine de mètres, le Snark. Objectif, un voyage de 7 ans autour du monde. Ils prennent la direction des mers du Sud, cap sur l'archipel d'Hawaï, en Océanie. L'exposition s'inscrit dans le sillage de l'écrivain. On le suit d'île en île, de port en port. Une exposition bâtie en partenariat avec le musée d'art africain, océanien et amérindien. Nous nous arrêtons à chaque archipel et nous voyons avec Jack London ce qu'il a vu lui-même. Pour ça, on se base sur les écrits que nous avons, c'est-à-dire la croisière du Snark et le journal de bord de sa femme. Nous nous basons sur les photographies qu'il a prises lui-même avec son regard sur les populations qu'il a vraiment rencontrées. Jack London n'ira jamais au bout de son voyage. Après avoir navigué jusqu'aux Marquises, Tahiti, les Fidji, arrivé sur les îles Salomon, très malade, il devra abandonner au bout de 19 mois. Son œuvre restera marquée par cette aventure. Ce sera le début de ces grands récits océaniens. Un incroyable voyage, donc près de 2 ans. Quel était le but de Jack London quand il est parti, quand il a quitté San Francisco ? Je crois que c'était un gros ras-le-bol du milieu littéraire américain, l'envie un peu de s'ouvrir au reste du monde, et puis de se nourrir de nouveaux sujets, de ramener de la vie dans tout ça, et de l'aventure, et de la nouveauté, pour avoir de quoi écrire. Une aventure assez incroyable, parce qu'on est au début du XXe siècle, oui. C'était pas du tout évident, hein, d'ailleurs.
Alors il marche exactement sur les traces, comme beaucoup de fois dans sa vie. Il est exactement au croisement des chemins et il saisit la modernité de son temps, et immédiatement il s'engouffre dans la brèche. Et là, en l'occurrence, il y avait eu le premier tour du monde à la voile en solitaire, réalisé par Joshua Slocum. Il avait dévoré son ouvrage en 1900, et il l'écrit explicitement dans La croisière du Snark. Il n'a jamais oublié le conseil donné par Slocum en ouverture de son ouvrage, qui dit aux jeunes apprentis navigateurs, faites-le vous-même, lancez-vous. Il est écrivain, photographe, parce qu'il y a beaucoup de photos qui sont d'ailleurs dans ce magnifique, on pourrait dire catalogue que vous avez donc publié à l'occasion de cette exposition, qui est vraiment un livre d'art et de photographie. Donc il y a beaucoup de photos. C'est un ethnologue aussi, parce qu'en fait, il raconte en fait en tant que... C'est plus que journaliste, c'est vraiment ethnologue, anthropologue, les peuples qu'il rencontre. Alors, sans la rigueur scientifique, parce que derrière, il y a un écrivain avec toute la subjectivité que ça suppose, et tant mieux, mais il y a surtout, ça fonctionne par coup de cœur, et il y a le regard photographique est plus facilement anthropologique ou ethnographique que sa littérature. Et dans sa littérature, elle se nourrit beaucoup de fiction où lui transpose ce qu'il a vu, ce qu'il a vécu. Mais il y a beaucoup de choses. Il se nourrit en fait de tout ça. Il se nourrit absolument. C'est le terreau de sa nouvelle, de ses récits océaniens. Mais en parallèle, c'est un triple regard. C'est une chose qu'on montre dans l'expo, puisque l'aventure est vécue aux côtés de sa femme Charmian, et qui, elle, rédige le journal de bord du Snark, qui est également un témoignage documentaire, de même que La croisière du Snark de Jack London, de ce fameux voyage. Et il y a un troisième regard, Martin Johnson, qui est le seul équipier qui a fait l'intégralité du voyage à leur côté, qui publie également un livre. Donc on se nourrit de ces différents écrits qui sont complémentaires, qui éclairent différents pans du voyage. Et vous le présentez en fait un peu comme le témoin d'un monde menacé. Vous dites déjà à l'époque, ce monde des îles du Pacifique Sud était menacé. Il était plus que menacé, c'est-à-dire que la colonisation avait déjà produit ses effets, et par contre, il est en train de se bouleverser de manière définitive, si vous voulez, avec le nouveau partage des îles entre l'Allemagne, la Grande-Bretagne, les Américains, exactement. Et en même temps, la naissance véritable de l'Hawaï, de l'archipel d'Hawaï tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et il assiste à ça, c'est-à-dire que Hawaï est annexé par les États-Unis en 1898. Il devient territoire d'Hawaï en 1900, et lui arrive en 1907. La ligne de tramway, pour donner juste on voit une photo d'ailleurs d'un tramway à Hawaï. Voilà, et la ligne de tramway célébrissime qui relie à Waikiki, la plage de Waikiki. Là, il est sur la plage à Hawaï. Exactement, il est à Waikiki. C'est un second voyage qu'il fait à la fin de sa vie. Celui-ci, oui, c'est à la fin. Ouais. 1915. Donc, c'est un voyage dans des conditions difficiles. On peut dire que ça l'a épuisé physiquement. Certains disent même que, en fait, il est mort quelques années après et qu'il a attrapé pas mal de maladies au cours de il a pris des médicaments. Qu'est-ce que vous en pensez ? Disons que la ça théorie, l'a épuisé, en fait. La théorie la plus probable, si vous voulez, c'est que il y a peu de membres de l'équipage qui ont résisté de façon aisée au climat des îles Salomon, qui était la dernière étape du voyage dans laquelle ils sont restés 5 mois. Il disait lui-même, il écrivait que le bateau était devenu un navire hôpital. Mais en même temps, lui est celui qui a le plus souffert d'un mal qui était impossible à diagnostiquer à l'époque, qui a obligé à interrompre le voyage. C'était la peau de ses mains qui pelait par couches successives, qui se durcissait et qui lui interdisaient même d'écrire. Donc il s'est résolu à abandonner le voyage sans comprendre pourquoi. Et en fait, il a appris des années plus tard ce que ça voulait dire, c'était les rayons du soleil, la nature des rayons du soleil des Salomon, qui avait brûlé les tissus de sa peau. Mais pour comprendre, il s'est soigné de manière empirique avec du chlorure mercurique, et ce chlorure mercurique a empoisonné son sang, qui, par voie de conséquence, a infecté ses reins, et il est mort d'une overdose de morphine en se soignant de crises du rémi. Et pas d'un suicide, comme certains l'ont dit. Non, on l'a cru longtemps, mais non, il y a... Alors, vous avez réalisé un docu-fiction Jack London, une aventure américaine. Je vous propose qu'on en regarde rapidement un court extrait. La nature dispose de nombreux tours pour nous faire comprendre nos limites. Mais le plus formidable d'entre eux, le plus stupéfiant, est le moment inactif du silence blanc. Tout mouvement s'arrête, le ciel s'éclaircit et prend l'aspect d'une plaque mortuaire. Le plus léger murmure semble sacrilège, et l'homme devient timide,
effrayé par le son de sa propre voix. Personne ne parle, tout le monde pense. Chacun prend sa véritable dimension. Ici, j'ai trouvé la mienne. Les images, donc vous avez tourné j'imagine, dans le Grand Nord canadien ou En Alberta. en Alberta, voilà, parce qu'en fait, avant de partir dans les mers du Sud, comment dirais-je, Jack London était parti en Alaska, dans l'Alberta, pour chercher de l'or. Pour la fameuse ruée vers l'or de 1897, et qui, pour lui aussi, en termes de santé, c'était pas bien terminé, parce qu'il était rentré à cause du scorbut. Tout ça dans une vie qui s'est terminée à 40 ans, je le disais. Comment vous expliquez cette passion que vous avez pour Jack London? Elle vous vient d'où? Moi, je crois qu'il faut écouter les signes que nous envoie la vie, et j'ai eu la chance extraordinaire. J'avais fait en 1994 donc un premier film avec Michel Lebris dans la série Un siècle d'écrivain. Pour Bernard Rapp, que j'avais adoré rencontrer, qui avait donné une formidable opportunité à pas mal d'auteurs et de réalisateurs pour se brosser comme ça des destins d'écrivains. Et la vraie rencontre avec Jack London, elle est là, au-delà des lectures de jeunesse. Et en fait, moi, j'ai eu envie, 25 ans plus tard, de me reconfronter avec le personnage, avec une différente maturité, on va dire, de réalisateur. Par le film et par l'exposition. Oui. Et en un mot, si vous aviez rapidement un conseil de lecture, qu'est-ce qu'il faut lire de Jack London? Alors, il y a foison, mais moi, mon ouvrage de chevet est Martin Eden, absolument. Martin Eden, qui écrit pendant... le double de Jack London. Pour beaucoup, il l'a même écrit. Martin Eden, c'est moi. Mais qui est emblématique de cette croisière du Pacifique, du Snark dans le Pacifique, puisqu'il l'écrit entre Hawaï et les Marquises, et il le termine à Papeete. Oui, puis de son rejet aussi d'une certaine, j'allais dire, grande bourgeoisie américaine, californienne, qu'il a rejeté toute sa vie. Je rappelle donc cette magnifique exposition jusqu'au 7 janvier à la Vieille Charité à Marseille. Merci d'être venu nous parler de Jack London et de donner envie de lire et de voyager. Merci beaucoup, Michel Viot.